Messieurs les ambassadeurs, Excellences, mesdames et messieurs les consuls honoraires, collègues, bienvenue dans cette nouvelle séance des mercredis des consuls honoraires en France. Au moment où le contexte international est complexe, on a souhaité inviter Bernard Millet pour qu'il puisse nous donner son avis sur ce contexte. Alors, je vais laisser à Pierre Minonzio le soin de le présenter. Consul honoraire de Lituanie en Auvergne-Rhône-Alpes, il est surtout votre voisin de Bourg-de-Péage. Pierre, c'est à toi, je te laisse présenter. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir rejoint ce Zoom. C'est un plaisir, un honneur de recevoir ce soir Bernard Millet, qui est un grand serviteur de l'État. Et je ne vais pas vous faire sa fiche Wikipédia, mais un certain nombre de choses ont été extrêmement importantes dans sa carrière. Et il était secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et donc, à ce moment-là, on a eu des rapports extrêmement proches, lui et moi. Lorsque nous étions en Angola avec Anne-Marie Goussard, nous avons été faire une inspection des soldats qui étaient casernés en Angola. Et donc, tous les rapports qui ont été faits partaient de mon bureau dans ma pharmacie pour aller sur son bureau à New York. Mais ça, c'était une parenthèse. D'autre part, Bernard a été aussi consul général de France à Los Angeles, pas je me trompe. Et donc, il a eu un prédécesseur qui a été extrêmement, pour nous, important. Ça a été Romain Gary, puisque Romain Gary a été à ce poste il y a quelques années. Ensuite, il y a eu d'autres consuls généraux de France, dont un est devenu ambassadeur de France en Lituanie, mais on en parlera moins. Voilà, donc Non. Bernard, c'est un plaisir de te recevoir. Tu vas nous expliquer un petit peu la situation internationale qui est assez confuse à l'heure actuelle. Et j'espère qu'ensuite, à la fin de ton intervention, les questions vont fuser, parce que je pense qu'en ce moment, même dans notre tête, tout n'est pas parfaitement clair. Donc, Bernard, je te laisse la parole et grand merci d'être là ce soir. Et à toi de jouer. Bien, merci Pierre. Je salue au passage l'ambassadeur Mehdi Alibi, qui est un ami, et Madame la consul générale d'Arménie à Lyon, qui doit sans aucun doute bien connaître notre roman qui est cher à Pierre Minonzio comme à moi. Tu as fait référence à Romain Gary, donc j'espère qu'après sa promesse de l'aube, cette promesse du soir que vous attendez de moi sera à la hauteur, mais il y a quand même beaucoup à faire pour atteindre le niveau de Romain Gary. Alors peut-être comme consul général, mais comme homme de lettres, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Bien, vous m'avez demandé c'est le titre de cette conférence, de parler tout simplement de l'Arménie, de l'Ukraine et du dossier Israël-Palestine. Donc, quelques petites crises simples, faciles à régler. Heureusement, vous n'avez pas rajouté le Soudan, le Yémen ou le Sahel, qui, en une heure de temps, aurait été un petit problème à régler. Donc, voilà. Alors, sur ces conflits, je vais essayer d'être aussi bref que possible. C'est pas tout à fait simple. Je ne vais pas passer conflit par conflit, parce qu'ils sont tous différents les uns des autres. Ils obéissent à des logiques particulières qui soient propres en fonction du contexte local et des protagonistes en cause. Mais je vais tenter sur ces trois conflits qui aujourd'hui occupent le devant de la scène, même si, hélas, la logique des médias fait qu'on a tendance à passer de l'un à l'autre et à occulter le précédent. Je pense que Madame la consul générale d'Arménie doit être un peu désolée de voir que le problème de son pays a dû passer dans les médias derrière les autres. C'est toujours regrettable, mais c'est hélas le lot des médias aujourd'hui. Alors, pour ces conflits, je dirais très clairement, puis après vous me poserez les questions, qu'ils ont quelques caractéristiques communes que je voudrais vous signaler.
La première, c'est qu'il concerne des peuples qui ont vécu des drames majeurs et qui aujourd'hui se transmettent à travers les générations, font référence à des temps immémoriaux ou à des textes sacrés. C'est vrai naturellement pour l'Arménie, d'une manière très claire, où le génocide est toujours présent dans les mémoires et très fort. Les nettoyages ethniques successifs qui ont eu lieu de Turquie vers le sud, puis vers le Caucase, marquent les esprits. Il en va de même en Ukraine, alors c'est plus récent, mais la tragédie de l'Holodomor et ce génocide de la fin du début du siècle dernier est aussi un élément très présent dans les esprits. Et enfin, pour Israël et la Palestine, je veux dire que les pogroms, avec le choc du 7 octobre dernier, le souvenir de la Shoah, du nazisme, sont des éléments essentiels, tout comme pour les Palestiniens, la Nakba en 48 est quelque chose qui compte. Donc ça, c'est un élément qu'il est naturellement important d'avoir en tête pour comprendre ce que peuvent être les charges émotionnelles et la manière dont les opinions et les gens puissent réagir, et c'est totalement compréhensible. On ne peut pas oublier ce facteur déterminant. Le deuxième aspect des choses qui vaut dans les trois cas, c'est le poids d'une histoire qui est à la fois longue et douloureuse, qui s'est développée dans des zones qui faisaient partie d'empires pendant longtemps sans État propre, ou simplement depuis quelques décennies. Donc il y a eu un enchevêtrement des peuples dans des zones qui étaient contiguës des empires russes, tsaristes, ottomans et perses. Et on voit bien que ça touche finalement tous les pays. L'Arménie qui était dans l'Empire ottoman, qui a été repoussée, qui se retrouve en URSS dans un découpage qui est fait d'une manière un petit peu artificielle et qui acquiert une indépendance tardive. Même chose avec l'Ukraine qui se voit reconnaître un statut, qui a été sous domination polonaise un temps, ensuite russe, une Crimée qui a été sous l'Empire ottoman, qui était musulmane avec les Tatars dans un premier temps, qui ont été expulsés, et du côté d'Israël-Palestine, ça a été l'Empire ottoman, puis le protectorat britannique. Dans tous les cas, ces pays ont été confrontés à un environnement, une présence multiforme, l'existence d'empires qui ont longtemps nié leur spécificité, et tous sont arrivés finalement de manière récente dans l'histoire du monde à leur indépendance, et souvent dans des conditions très douloureuses. Le troisième aspect qui est comparable dans ces zones, et je l'ai un petit peu évoqué, c'est le rôle aujourd'hui à la fois ambigu, parfois difficile à comprendre, des parrains et des alliés de chacun d'entre eux. Je veux dire que la manière dont les parrains type la Russie peut jouer de l'Arménie avec la présence de troupes dans le pays, l'existence ou non de gouvernements qui sont proches de Moscou ou pas, et on le voit avec le président Pachinian aujourd'hui, font que les relations peuvent être plus ou moins proches et que le parrain peut jouer ou pas le rôle qui devait apparaître le sien comme soutien en matière de sécurité ou d'efficient dans certains cas. C'est aussi le lien qui peut exister entre la Turquie et l'Azerbaïdjan,
les pays turcophones de cette zone d'Asie centrale, le souvenir de l'Empire ottoman et la volonté de continuité géographique entre ces zones qui, là aussi, peuvent poser des problèmes. C'est aujourd'hui, on peut le comprendre, Pierre Milonzio, qui suit la Lituanie, le sait, c'est combien les pays qui ont été sous l'influence russe ou soviétique ont un désir d'y échapper et de se retrouver dans le camp occidental, c'est-à-dire sous influence forte des États-Unis aujourd'hui, qui en Ukraine pose un certain nombre de problèmes et crée des tensions, des appétits, une attraction de l'Occident qui les fait avoir une difficulté avec la Russie. Donc on est dans cette situation où chez Poutine, le désir de revanche et le rêve de restauration de la gloire passée, sa formule est que la plus grande catastrophe de son pays, ça a été la disparition de l'Union soviétique, fait que là aussi, on est dans des zones où les grands pays qui, de la région ou internationaux, ont un impact sur ce qui se passe. Même chose du côté du côté, là j'ai eu un petit choc, je ne sais pas ce qui est parti, du côté d'Israël et de la Palestine, le jeu de l'Iran, l'ancien empire perse, avec le désir des ayatollahs de contrôler le Moyen-Orient et les pays arabes sunnites et de détruire en même temps Israël, d'où le jeu un peu pervers avec le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, pour tenter de jouer le rôle de poisson pilote de leur côté. Le quatrième facteur qui est en même temps compréhensible, qui existe dans chacun de ces cas, c'est à la fois les surenchères nationalistes qui peuvent exister au sein de chaque pays, donc qui fait que les extrêmes peuvent avoir un rôle très important, les rivalités, les haines religieuses souvent ancestrales qui peuvent exister, la prime qui est donnée aux idéologues et l'instrumentalisation aussi des religions. Toujours qui peut être dans le cas, je veux dire que nous sommes en France, il y a eu pays de la laïcité où il y a eu des critiques fortes lorsque on a atteint la laïcité sur tout ce qui était l'alliance du sabre et du goupillon. Et quelque part, qui est souvent une alliance mortifère et très dangereuse. Et quelque part, on voit réapparaître ça dans ces régions, les liens entre Poutine et le patriarche Kirill dans la rivalité des patriarcats orthodoxes, le Hamas et les frères musulmans, maintenant les suprématistes israéliens, tout ça crée un climat dans chacune des zones où les extrémismes se renforcent et ont une influence forte sur la politique qui peut être conduite. Le cinquième point, qui est un point qui, là aussi, rassemble les uns et les autres, c'est que globalement, c'est la plupart du temps les civils qui sont en première ligne, les sacrifiés, et que des atrocités ont été commises. Il y a un retour, hélas, parfois de la barbarie des bourreaux. C'était pas propre à cette région. Le viol comme moyen d'humiliation qui est un but de guerre qu'on a pu voir le 7 octobre, mais que j'avais, quand les 10 ans où j'ai suivi de près les affaires en ex-Yougoslavie, c'est quelque chose qui s'est produit dans ces pays, entre la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine. Il y a eu là des atteintes aux droits de l'homme qui ont été tout à fait incroyables.
À côté de ces atrocités, là encore, en ce qui concerne les atteintes que subissent les populations civiles, il y a toujours la tentation du nettoyage ethnique. Et je pense qu'on en sait très clairement, on en ressent très clairement les éléments. Moi, je veux dire qu'en Arménie, aujourd'hui, mais on voit bien les tentations aussi parfois dans le conflit israélo-palestinien de la part des extrémistes. C'est le rêve du Hamas de détruire Israël et de renvoyer les Juifs à la mer, et certaines forces du côté de Jérusalem verraient d'un bon œil un peu plus de départ du côté des Palestiniens, à Gaza ou ailleurs. On le voit en ce moment. Et troisième aspect, c'est les crimes de guerre et le non-respect du droit humanitaire qui se traduit aussi dans ces causes. Les bombardements indiscriminés de Mariupol, ce qui s'est passé à Botchar en Ukraine, et les enlèvements d'enfants en Ukraine par la Russie sont un élément qui montre que ces aspects se retrouvent partout. Le sixième point qui est marquant aussi dans ces divers cas, c'est quelque part dans toutes ces situations, pendant tout un temps, le rôle et la position, la vision souvent poussée par les plus extrémistes, qui fait qu'on ne conçoit que la victoire totale et qu'en toute hypothèse, il n'y a aucune véritable stratégie de sortie de crise qui puisse être raisonnée et raisonnable. Les pressions sont toujours fortes en ce sens, et on voit bien que c'est le cas. Du côté de l'Arménie et du Haut-Karabakh, pour la population de l'Artsakh du côté arménien, ne pouvait se concevoir que dans la totale indépendance et la séparation de Bakou, alors que du côté de l'Azerbaïdjan, on envisage, hélas on est dans cette situation aujourd'hui, que dans un pays qui ne prévoit aucune autonomie sur les problèmes de minorité. Alors que ça a été pendant très longtemps, j'ai également été ambassadeur à l'OSCE, lorsque tout le monde soviétique, socialiste, s'est sorti de la domination soviétique, le problème des minorités s'est posé partout, en Hongrie, en Roumanie, dans les pays baltes, et partout on a essayé de trouver des solutions qui répondent à la protection des minorités ou pas. Là, on sent toute la difficulté de ce problème, mais la difficulté d'y aboutir. Même chose du côté de l'Ukraine, et on l'a vu avec les accords de Minsk dans un premier temps, qui avaient permis d'arrêter la tuerie à l'époque. Il est clair que les deux parties et les tensions dans chacun des cas ont fait que cet accord n'a jamais pu être abouti. Alors, naturellement, Poutine va dire c'est la faute, entre guillemets, aux nazis ou d'Ukraine. Et du côté des plus nationalistes ukrainiens, l'idée de préserver la langue russe dans le Donbass, c'est quelque chose qui paraissait difficile. Donc, on n'a pas pu aboutir là-dessus parce que personne n'était à ce moment-là prêt à faire un effort pour avancer de ce dossier. Quant à Israël-Palestine, on est en plein dedans aujourd'hui. Un État, deux États qui cohabitent, dans quelles conditions, quelle sécurité pour Israël, avec dans le même temps des gouvernements qui évoluent, une extrême droitisation du gouvernement israélien, un développement d'économies de peuplement
qui rendent la situation inextricable. Et on voit bien très clairement le jeu qui aujourd'hui se traduit sur la situation à Gaza, entre un gouvernement israélien qui a dû hésiter entre le fait de l'éradication du Hamas à Gaza et en même temps la libération des otages, donc deux priorités qui s'opposaient, une destruction massive, quelque part une opinion publique internationale qui se retourne, une image qui se dégrade et on ne sait plus. Et du côté du Hamas, la même situation, alors sans doute poussée à l'extrême par l'Iran, une attaque du 7 octobre dans des conditions monstrueuses et inacceptables, avec le sentiment dans un premier temps que c'était le moyen pour le Hamas de gagner les esprits, de se voir reconnaître comme la force principale, mais qui aujourd'hui se trouve à Gaza dans une situation où cette zone qu'ils contrôlaient jusque-là va leur échapper, où tout va être détruit et où ils risquent d'être exclus de tout jeu demain dans une négociation à venir. Donc, le calcul qui pouvait se faire des deux côtés jusqu'à présent montre que aucune des parties n'est véritablement en mesure de bouger. Alors, je mets un petit bémol parce que Madame la consul générale d'Arménie est là. J'ai vu que le gouvernement, d'ailleurs arménien, et le président Pachinian, eux, montrent aujourd'hui une volonté d'aller plus loin, de trouver une situation qui clairement évite de retrouver dans des ennuis. Étant entendu, et là le problème est réel, qu'il est difficile d'imaginer que les dizaines, sinon centaines de milliers d'Arméniens qui ont dû fuir, qui ont été poussés hors d'Arménie, au Karabakh, puissent un jour y retourner. Le septième point qui est compatible et qui est dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est quelque part que le sentiment qu'ont les partis alternativement que le temps joue pour les vainqueurs d'un jour. Je dis bien pour les vainqueurs d'un jour. Il y a quelque arrogance, mais surtout quelque illusion à penser que si on s'est imposé par la force à un moment donné, cela ne sera jamais remis en question et que finalement, il n'y a qu'à laisser jouer le temps pour que finalement on obtienne tout ce que l'on veut. Je pense que du côté arménien, on a pensé que la première victoire faisait que les Azerbaïdjanais ne reviendraient jamais, sans s'apercevoir que dans l'intervalle, avec les ressources énergétiques maximales, le soutien de la Turquie, l'aide d'Israël, d'un seul coup, un arsenal incroyable s'est constitué et que la force qu'on avait 10 ou 15 ans plus tôt n'est plus là à ce moment-là pour trouver. Et là, la solution politique n'existe pas parce que chacun essaye ou pense pouvoir imposer sa vision des choses du fait de la force qu'il détient. Même chose du côté des Russes en Ukraine, qui se sont imaginés un temps qu'en 3 jours, ils allaient conquérir Kiev. Et on a vu le résultat, et aujourd'hui, la guerre de tranchées qui s'est imposée. Même chose aussi du côté d'Israël, qui après avoir gagné 67 et 73, où ça a été quelque chose de difficile, s'imaginer jusque-là que le dôme de fer pour bloquer toute arrivée de roquettes et de satellites et les moyens technologiques incroyables qu'ils avaient développés autour de la bande de Gaza allaient le permettre d'être protégé à jamais et finalement de n'avoir aucun intérêt à évoluer là-dessus. Donc ça, c'est un septième point qui est commun. Le huitième point, c'est qu'on est en permanence sur ces dossiers-là
dans la guerre des images et la guerre de la communication entre les uns et les autres, et qu'on le vit en permanence, on le voit à Gaza aujourd'hui, et qu'on ne sait jamais qui va sortir vainqueur ou pas de cette guerre, notamment dans nos pays avec des médias 24/24 et des réseaux sociaux qui, au lieu d'essayer d'expliquer, joue plus les oppositions, le débat le plus conflictuel possible, les prises de position les plus radicales, et non pas essayer de bien comprendre les choses. Voilà. Donc, on est dans cette situation. Le deuxième aspect que je voulais vous dire, après cette raison des caractéristiques, c'est qui est dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, c'est que finalement, on a eu des conflits, entre guillemets, qui ont été gelés, mais gelés jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout explose à nouveau. C'est-à-dire que se faire à l'idée qu'avec le temps, on va gagner, dans les trois cas, ça a explosé. Ça a été le cas en Arménie, ça a été le cas en Ukraine avec le Donbass et la Crimée, c'est revenu, et ça a été le cas en Israël. Or, et ça on le voit, ça c'est mon expérience de diplomate onusien, il n'y a pas de paix possible et durable sans qu'une solution politique puisse être trouvée. Mais la plupart du temps, avant d'en arriver là, c'est des crises à répétition, c'est des rapports de force qui tentent de s'établir, c'est des avancées sur le terrain, avant qu'une prise de conscience se fasse, souvent sous la pression du temps et la situation dans lesquelles. Donc, pour arriver à une solution politique qui soit raisonnable, il y a à la fois besoin de leaders exceptionnels, et ce n'est pas toujours le cas, pour convaincre leur population, des rapports de force qui rappellent chacun à la réalité, et des pressions internationales qui soient réelles et durables, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps parce qu'il n'y avait pas d'intérêt voulu ou des parrains, j'y reviens, qui faisaient en sorte de maintenir le dossier en l'état sans lui permettre d'avancer. Je veux dire que dans le cadre de l'Arménie, je le dis à Madame la consul générale, j'étais le représentant de la France au moment où à Lisbonne, on a mis en place le groupe de Minsk pour traiter de ces questions. On voit bien que le groupe de Minsk a tenté, mais que sans volonté véritable des Russes qui voulaient maintenir leur influence sur la zone, le groupe de Minsk n'a eu qu'un rôle totalement marginal et n'a pas pu jouer son jeu, de même que les autres organisations régionales. Je veux dire que c'est vrai pour ce qui concerne la Russie de manière claire, notamment de Poutine. Ceci ne touchait pas que l'Arménie. La Géorgie aujourd'hui est dans une situation qui pâtit du fait qu'il n'y a jamais eu de casque bleu en Géorgie, mais que dès le début des années 90, Moscou a réussi à faire en sorte que les pseudo-troupes de maintien de la paix qui se sont développées en Abkhazie et en Ossétie du Sud, donc qui font partie de la Géorgie, soit des forces de la CEI, c'est-à-dire des forces uniquement contrôlées par Moscou. Et on est dans une situation où tout a été bloqué jusque-là. Donc ça, c'est un élément. Il faut que les pressions internationales et les grands-parents, les grands parrains et les grands pays acceptent de jouer le jeu. Deuxième aspect qui est important, c'est la nécessité de comprendre ce que sont les lignes rouges absolues de l'autre partie. Et ça, c'est souvent le plus difficile parce qu'on part dans la négociation uniquement avec le sentiment d'obtenir ce que l'on veut soi-même, qui nous apparaît le plus important, sans avoir en tête ce que sont des lignes rouges
qui clairement vont faire en sorte que ça avancera ou pas. Et si on aboutit à un accord qui est déséquilibré, on l'a vécu au siècle dernier avec le traité de Versailles en partie, on voit que finalement on a une solution temporaire, mais qui va se prêter sans doute à terme à une reprise des hostilités. Le troisième aspect qui est important pour une solution politique, c'est que quelque part, il y a toujours un besoin de justice pour réparer les maux. Je veux dire que sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité, ce qui peut se passer à la CPI, et c'est une chose qui n'est jamais totalement simple, mais c'est une chose qu'il faut maintenir, que les Sud-Africains, après l'apartheid, ont su faire évoluer. Ça a été le cas au Rwanda, ça a été le cas avec Nuremberg après la période nazie. C'est des éléments qui sont importants pour faire avancer. Alors, maintenant, sur ce genre de chapitre, la communauté internationale peut y intervenir. Et là, je reviens aussi à mon ancien chapeau de secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et on se trouve parfois dans des situations un petit peu complexes parce que les principes de la Charte des Nations Unies sont des principes qui sont majeurs, essentiels, qui restent importants, mais qui peuvent rendre les choix délicats parce qu'ils sont dans certains cas contradictoires. Et comment pouvoir conjuguer dans tous les cas les principes d'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures et d'autodétermination des peuples. C'est souvent une interprétation à la carte en fonction de ce que les partis ont en tête et qui pose des problèmes toujours difficiles. Mon ami Mehdi Halimi en sait quelque chose sur ce qui concerne le Kosovo, parce que même s'il a été reconnu par un certain nombre de pays européens, cela peut donner des boutons à nos amis espagnols sur fond de Catalogne. Donc on voit que ça n'est jamais totalement simple et que les Russes s'opposent totalement à l'indépendance du Kosovo, etc., alors que dans en Crimée, ils mettent en place un principe d'autodétermination totalement factice et manipulé pour la rendre indépendante et l'absorber. Donc ça, c'est un élément aussi qui peut intervenir dans les débats. La deuxième chose, c'est que pour que la communauté internationale s'applique, il faut que le Conseil de sécurité puisse fonctionner. Or, le Conseil de sécurité, sur chacun de ces trois dossiers, a été longtemps bloqué et le reste dans un certain nombre de cas. Pour l'Arménie, il est évident que la Russie a un droit de regard, peut bloquer un certain nombre de choses, en accepter d'autres, etc. Et que sans l'aval de la Russie, rien ne pourra avancer. Même chose pour la Crimée et l'Ukraine. Donc, on ne peut pas parler au Conseil de sécurité, etc. Même chose sur l'Israël-Palestine, où depuis des décennies, les USA bloquent toute discussion au sein du Conseil de sécurité. Donc, il faut qu'à un moment donné, ça puisse revenir à ce moment-là, mais tout cela passe par la volonté ou l'absence de volonté des grands pays, et notamment des principales puissances, dans ces deux cas, États-Unis d'un côté, Russie de l'autre. Il peut pas y avoir d'avancée de solution sans que ce soit là. Or, très clairement, je reviens à la Charte des Nations Unies, aux grands principes internationaux. Les grands pays, d'ailleurs, se renvoient la balle pour s'accuser les uns et les autres de s'asseoir sur les principes internationaux. La Russie l'a fait contre les États-Unis et en ce qui concerne le Kosovo en particulier, la Libye, l'Irak,
qui est une épine dans le pied tout à fait extraordinaire, mais on peut se demander sur le respect du droit international par une Russie qui envahit la Crimée et sa voisine ukrainienne, ou même des Chinois qui rejettent l'arrêt de la Cour internationale de justice sur la délimitation de la mer de Chine. Donc on voit bien que ces grands pays ont naturellement se disent nous on respecte les principes alors qu'ils les foulent aux pieds dans chacun des cas. Donc ça c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect qui peut intervenir, et ça je l'ai vécu dans un certain nombre de cas, c'est que s'il y a un accord, s'il y a un engagement de la communauté internationale, s'il y a une décision du Conseil de sécurité, on peut, le cas échéant, envisager le déploiement d'une force. Alors, sur le cas de maintien de la paix ou d'interposition internationale, mais ce n'est pas toujours possible et ça n'est pas assurément la panacée selon les cas. Hein. De mon expérience, si je vois l'Arménie, aujourd'hui, on n'a jamais eu de mission de l'OSCE. Il y a des troupes russes sur le terrain qui finalement n'ont pas servi à grand-chose malgré les accords d'alliance militaire qui sont sur le terrain. Et je ne sais pas comment la Russie interviendrait dans ce cas-là. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, que sur la Géorgie, c'est des forces de la CEI qui sont sur place, qui aujourd'hui ont abouti à la partition de la Géorgie, alors qu'elles avaient eu un mandat des Nations Unies. Donc ça, c'est l'un des points qui est un peu difficile. Sur l'Ukraine, il y avait eu une mission d'observation de l'OSCE sur la question du Donbass, mais qui a eu des moyens limités. Et aujourd'hui, je vois mal la Russie accepter qu'il puisse y avoir une force d'interposition qui demande le retrait des troupes russes de la partie de l'Ukraine qui a été enlevée, donc là qui a été envahie. Donc ça aussi, c'est des questions très très difficiles. Et en ce qui concerne Israël-Palestine, là encore, des questions qui se posent. Il y a bien eu une force d'interposition dans le Sinaï au moment de la tentative franco-britannique avortée sur le canal de Suez en 1954. Il y a eu une force d'interposition sur le Golan après 73, mais aujourd'hui, ça reste quelque chose qui paraît difficile en pouvoir mettre en place. Donc, beaucoup de questions qui restent encore à l'ordre du jour, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes sur chacune de ces zones. Et je reste là parce que ça fait 40 minutes et que si des questions doivent se poser, je suis prêt à y répondre. Un grand merci Bernard pour cet amphi digne du grand oral. Et, et pour nous, c'est tout de même une ouverture. Et la première question, il faut la poser, donc je la pose. Euh, le- la Crimée, troisième partage de la Pologne, a été prise par la Grande Catherine en même temps que les trois pays baltes. Donc la Crimée, au même niveau que les pays baltes. Lorsque la Russie est intervenue en Crimée, euh, pourquoi est-ce que le restant des pays et du monde ne sont pas intervenus comme ils sont intervenus quelques années après? Parce qu'en définitive, si on était intervenu tout de suite en Crimée pour dire stop à la Russie, peut-être qu'on aurait évité d'avoir les problèmes en Géorgie et en particulier prendre l'Abkhazie pour avoir un port en eau profonde à Sakhoumi, où sont maintenant réfugiés les bateaux russes. Il y a tout de même un fil rouge à tout ça,
ça a été la non-décision qui a été prise de ne pas intervenir, enfin, la décision de ne pas intervenir sur la Crimée au moment H. Et maintenant, tout est parti en quenouille, quoi. Voilà, c'était ma question. Je laisse Oui. la main maintenant. Alors, c'est vrai que ça peut être une question. Aujourd'hui, on n'est pas intervenu, mon cher Pierre. On a fourni des armes. Tu te remarqueras bien que l'OTAN, les pays européens, n'ont pas envoyé de troupes et ne sont pas prêts à envoyer de troupes et ne sont pas prêts à s'engager dans une nouvelle guerre internationale, ce qui est totalement compréhensible. En ce qui concerne la Crimée, quelque part, elle ne précède pas la Géorgie. La Géorgie, c'est 2008. Hein, donc, c'est en 2008 que finalement Saakashvili avait essayé là de repousser, de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud et s'est retrouvé sous la menace d'une invasion russe. Il y avait des casques bleus qui étaient là, mais une invasion russe, et qu'il y a eu un jeu de va-et-vient au bout duquel c'était notre propre président qui était à la manœuvre. On a tendance, Sarkozy, à faire en sorte de dire il a sauvé la paix. Je suis plus réaliste moi-même en disant, selon la formule qui avait été utilisée par Mitterrand avec Giscard d'Estaing, il est servi de petit télégraphiste entre Poutine et Saakashvili à l'époque et que on a été satisfait de ne pas bouger. Sur la Crimée, il y avait je veux dire, le sentiment quelque part, tu fais référence à toute l'histoire ancienne, mais tous, hein, ce que je disais tout à l'heure au début, ils remontent à des temps immémoriaux. Alors, quand c'est la Bible pour les uns, c'est le prophète pour les autres, c'est la grande Catherine pour les derniers, pour justifier leur terrain, leur place, etc. Comme la Crimée, finalement, n'avait été transmise officiellement à l'Ukraine que tardivement, hein, dans les années 50, les uns et les autres se disaient est-ce que vraiment c'est le cas ou pas? Est-ce que ça fait partie depuis des siècles ou pas? C'était les Tatars, c'était l'Empire ottoman, etc. Donc personne ne voulait là-dessus rien dire et se disait finalement, au bout du compte, si la Crimée devient russe, peut-être que les Russes vont lâcher la grappe sur le reste, ce qui n'a pas été le cas, mais on a vu le résultat. Voilà. Donc, on a un bon fil rouge tout de même qui nous mène, Oui. qui part de Moscou, qui passe par Yerevan, qui arrive en Israël, tout en passant par l'Iran. Donc, on a un sacré fil rouge en ce moment qui nous tire à la patte. Et il va falloir tout de même trouver des solutions. Et ce n'est pas dans le temps qu'on va trouver des solutions, parce que bon, les populations souffrent. Eh oui, non, mais je dis tout à l'heure, en plus, c'est le rencontre de plaques tectoniques. Hein, l'ancien empire tsariste perse et ottoman qui se catapulte avec les rêves anciens, le retour aujourd'hui de régimes autoritaires et dictatoriaux qui rêvent de reconstruire le monde d'avant, qui font des références à l'histoire oiseuse et à simple vue. Tout ça joue un rôle important et a un impact sur les opinions publiques et les populations dans chacun des pays. C'est un moyen pour les dictateurs, comme toujours, d'essayer de justifier leur pouvoir par des aventures militaires ou des rappels de grandeur passée. Merci. On a une question de Monsieur Le Foll qui nous dit comment peut-on faire évoluer le Conseil de sécurité de l'ONU pour représenter de façon équilibrée les 5 continents. J'aurais une question peut-être un peu complémentaire, c'est est-ce qu'on n'assiste pas à un recul des institutions internationales, voire même une volonté d'un certain nombre de pays de créer, alors je vais depuis le multi-alignement de Moody jusqu'à l'Arabie Saoudite, de créer un nouvel ordre mondial anti-occidental sous toutes ses dimensions institutionnelles, voire même scientifiques, etc. Donc, comment peut-on faire évoluer les institutions internationales
et éviter Très bien. Je créer vais la essayer paix. de toucher les trois. Conseil de sécurité, il est évident que le Conseil de sécurité n'est plus du tout représentatif de ce qu'est aujourd'hui le monde dans sa diversité, dans sa multiplicité. Je veux dire qu'il a été créé à un moment où il y avait à peine plus de 50 États qui ont signé la charte et créé les Nations Unies. Donc à l'époque, il n'y avait que 9 membres du Conseil de sécurité, puis c'est passé à 12 et ensuite à 15. Aujourd'hui, nous sommes à 15 États, alors qu'il y a 193 membres des Nations Unies. Donc, c'est plus du tout représentatif et au moins la France est très consciente et pousse à une modification de la composition, son élargissement, pas trop, hein, on parle de 24, ce qui est déjà beaucoup, 21, 24, pour avoir une meilleure représentation de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie. Jusqu'à présent, ça s'est heurté à la fois parfois le blocage des grands pays qui n'avaient pas envie de remettre en cause le fonctionnement actuel et qui surtout ne peuvent en aucun cas accepter la remise en cause du droit de veto. Hein, pour les grands pays, c'est une exigence et même l'élargissement du droit de veto, parce que quand on voit aujourd'hui la paralysie du système tel qu'il fonctionne et les critiques qui se portent, élargir encore le droit de veto à de nouveaux membres, c'est risquer encore plus de blocage que ce qu'il y en a actuellement. Donc ça, c'est aussi un élément important de l'équation qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'il y a des tensions fortes, notamment du côté de la Chine. Ils n'ont pas une envie folle, côté chinois, de voir les Japonais ou les Indiens arriver comme membre permanent du Conseil de sécurité. Donc ça, c'est le deuxième point. Et il y a parfois, y compris du côté de l'Europe, des petites irritations. Donc, il y avait un ambassadeur italien, ancien chef des services secrets, qui était représentant permanent de l'Italie à New York, qui était fort intelligent et très subtil et drôle, qui disait lorsque l'Allemagne poussait en disant nous, il faudrait qu'on devienne membre permanent du Conseil de sécurité en Europe parce qu'on est plus fort, la réaction des États-Unis, mais pourquoi vous? Pourquoi pas nous? Nous aussi, on a perdu la guerre. Donc, c'était une réaction qui, c'est vrai. Même chose dans les autres pays. S'il faut choisir 2 nouveaux membres permanents en Afrique, la rivalité entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie n'est pas simple. Et en Amérique latine, entre le Brésil, l'Argentine, le Mexique et le Chili, là encore, il y a des tensions égales. Donc jusqu'à présent, ces équilibres internes aussi sur le choix des candidats potentiels n'a hélas pas permis de faire avancer le dossier jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier point. Le premier. Deuxièmement, sur le recul des organisations internationales que vous évoquez, notamment des Nations Unies. Donc aujourd'hui, il est clair que toute la presse internationale s'interroge, se pose des questions, on se dit mais à quoi ça sert? Faut-il continuer à les maintenir? Je dirais que quand vous faites l'histoire des Nations Unies depuis l'origine, ça a été une succession de situations dans lesquelles il y a eu des hauts et des bas. Et notamment le Conseil de sécurité, il faut se le rappeler, a été totalement bloqué pendant toute la période de la guerre froide. Il ne se passait rien au Conseil de sécurité, sur aucun sujet. Aujourd'hui, malgré la crise en Ukraine qui l'a bloqué sur bien des choses, l'an dernier, malgré la crise en Ukraine, le Conseil de sécurité, que les Russes ont bloqué, le Conseil de sécurité est arrivé à adopter 43 résolutions malgré tout. Et qu'aujourd'hui encore, il continue à adopter des résolutions parce qu'il n'y a pas que
les sujets sur lesquels il y a un intérêt stratégique majeur des membres permanents du Conseil de sécurité, mais il y a d'autres sujets sur lesquels on se dit mieux vaut maintenir une situation qui évite de dégénérer, et vous voyez renouveler régulièrement les mandats des forces des Nations Unies au Liban, à Chypre, au Sahara occidental et dans d'autres pays. Donc là-dessus, il y a des choses qui continuent à être demandées. De la même manière, l'ensemble des pays, et notamment des pays les plus modestes, je veux dire que le seul endroit où ils ont une voix au chapitre international, où ils peuvent faire valoir leur point de vue, où ils peuvent s'exprimer, c'est au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils espèrent aussi pouvoir, de temps à autre, pouvoir participer au Conseil de sécurité, et aucun d'entre eux n'a envie, très clairement, malgré ce que je disais tout à l'heure sur les principes contradictoires de la charte, tous se disent la charte reste, par rapport aux tentations ou aux pressions des grandes puissances, le seul moyen d'avoir un minimum d'ordre juridique et un lieu où on puisse exprimer notre point de vue et essayer de le faire valoir. Ailleurs, nous sommes nulle part, nous n'avons pas de droit à parole, nous ne pouvons pas nous réunir ensemble pour tenter de faire avancer notre dossier. Donc, moi, je ne vois aucun pays aujourd'hui qui ait demandé la suppression des Nations Unies, ni même une renégociation de la charte qui serait, dans le cadre actuel, compte tenu des positions, totalement impossible. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et très clairement, ça continue à fonctionner. Et vous avez beaucoup de discussions aujourd'hui sur l'idée de multilatéralisme renouvelé, mais aucun d'entre eux demande la suppression des Nations Unies, et tous se vantent ou disent, c'est le vrai des Chinois qui sont pour le multilatéralisme et un ordre global selon les routes de la soie et leurs intérêts. Vous ne trouverez pas M. Poutine qui va vous dire qu'il est contre l'ordre international et contre le multilatéralisme, même si on le piétine quand on a envie de le piétiner. Personne dans l'Occident le demande, aucun des pays du Sud ne le demande. Ils demandent des réformes, mais pas de suppression du système. Pour ce qui est en fait votre troisième aspect des choses qui touche, que vous disiez, la nouvelle approche de ce que certains appellent le Sud global, ou la montée des BRICS, pour s'interposer par rapport à un Occident qui apparaît comme ayant imposé sa ligne et sa vision pendant trop longtemps, et notamment du côté américain, qui a eu une décennie folle d'unipolarité que Hubert Védrine appelait d'hyperpuissance. Il est évident que certains pays ont envie de dire aux États-Unis halte là, avec la manière dont vous vous êtes comporté en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, les sanctions unilatérales, votre volonté de vous imposer vos propres règles du jeu, ça, c'est plus acceptable. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, moi j'ai commencé ma carrière à négocier ce qu'on appelait le dialogue Nord-Sud à l'époque, où les pays en développement qui étaient décolonisés, qui venaient d'être décolonisés, espéraient avoir voix au chapitre sur les questions économiques ou autres. Ils ont à un moment donné essayé de faire avancer les choses, mais avec l'arrivée de Thatcher et de Reagan au pouvoir à la fin des années 70, début des années 80, on a bloqué toutes les négociations économiques internationales au sein des Nations Unies, parce que les pays du Sud, qui étaient regroupés au sein du groupe dit des 77, et qu'on retrouve aujourd'hui dans le Sud global, ou le mouvement des non-alignés sur les questions politiques. Je veux dire que ces groupes qui existaient déjà dans ces années-là, qui s'appelaient groupes des 77, aujourd'hui c'est BRICS élargi, ou de nouvelles formes d'organisation, pour dire on voudrait, sur toutes ces questions économiques, financières et commerciales, avoir voix au chapitre
alors que depuis des décennies, c'est le G5 ou le G7 qui pensent avoir le seul droit de fonctionner, ou un Fonds monétaire international et une Banque mondiale sur lesquels les droits de tirage font que les États-Unis peuvent tout bloquer, tout décider, et c'est un système injuste. Donc on est dans cette situation-là qui est plus une logique que dire on veut avoir voix au chapitre qu'une organisation, une cohérence d'ensemble. Dans les BRICS, sur le plan politique, la cohérence et la vision commune entre la Chine et l'Inde, j'attends de voir. Aujourd'hui, entre un Brésil de Lula et demain une Argentine de Milei, ça peut, sur un certain nombre de dossiers, notamment Israël et la Palestine, poser un certain nombre de problèmes. Les rapports entre la Chine et la Russie, qui sont de plus en plus déséquilibrés en fonction de la Chine, et demain, qu'est-ce qui se passera sur toute la zone de Sibérie orientale, ça aussi, c'est des questions qui sont aujourd'hui ouvertes. Alors, il y a un besoin de dialogue, il y a une nécessité pour l'Occident et les Européens en particulier de trouver un peu plus d'équilibre. C'est, je pense, ça des questions qui vont être importantes pour les années à venir. Alors, nous avons une question, madame, une demande d'intervention de madame la consul générale d'Arménie. Donc, on vous laisse Oui, la parole, madame. oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier vraiment Monsieur Millet parce il nous a fait une exposé très, très profonde, une analyse euh, de la situation en Arménie et dans les autres conflits aujourd'hui dans le monde. Alors, tout ce que M. Millet nous a décrit, nous caractérisons ça comme une crise du multilatéralisme, en fait, et une érosion vraiment du droit international, du droit international humanitaire, des principes de non-recours à la force, de la résolution pacifique des conflits, etc., etc. Il nous semble que tous les principes qui ont été élaborés pendant des années et des années ne marchent plus. Et nous, les Arméniens, nous avons vécu cette crise et cette érosion d'une manière très, très concrète et très dramatique. Entre 2020 et 2023, nous avons vécu des choses qu'on pouvait penser que ça serait inimaginable dans le 21e siècle. Une guerre de 44 jours avec des conséquences dévastatrices jusqu'à 2023, un nettoyage ethnique complète du Haut-Karabakh, qui est une terre ancestrale arménienne. Maintenant, les autorités du pays voisin de l'Azerbaïdjan profitent, selon nous, de cette érosion et de cette crise et n'écoutent pas ce que la communauté internationale dit. Je veux dire, entre 2020 et 2023, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des réactions de la communauté internationale, de l'ONU, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe, des cours internationaux, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour internationale de justice, etc., etc. Il y a eu des déclarations, des discussions, des décisions, mais rien n'a agi. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que le multilatéralisme a encore de l'avenir? Est-ce qu'on va pouvoir revenir vers les principes ou alors maintenant celui qui est plus fort et celui qui a le pétrole et le gaz va dicter ses règles? Dites-moi, quel est votre, que pensez-vous à ce sujet? Est-ce qu'on va revenir vers le monde de droit? Vous savez, Alors, monsieur Millet, que les consuls ne sont pas des diplomates, hein, non, 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 mais c'est et une on y question, tient. c'est une question importante et il est évident que tout doit être fait pour ramener les principes du droit au premier plan, hein. C'est une question essentielle et dans ce que je disais tout à l'heure, et j'y reviens, rien n'est durable sans solution politique. Et là, le problème qui s'est passé au Haut-Karabakh, c'est qu'il n'y a pas eu de solution politique. Et que quand il n'y a pas de solution politique ou d'engagement à une solution politique, chacun pense à son tour pouvoir établir un nouveau rapport de force
pour s'imposer par la force. Ça, c'est l'un des éléments qui peuvent intervenir. Deuxième aspect pour l'Arménie, et je veux dire que j'ai une affection particulière pour l'Arménie et pour les Arméniens, tant j'ai d'amis proches que Madame la consul générale connaît bien, qui peuvent s'appeler Stéphane Kélian, Alain Manoukian, Alexandre Cyranossian et ses filles. C'est vraiment des amis très très proches, intimes même. On est dans une situation où là, il faut que, le deuxième point que j'ai volé, qu'on puisse arriver à une situation où le sentiment de justice et le droit puissent revenir s'imposer par la CPI, par les crimes de guerre, etc., etc. On ne peut pas revenir sur tout, mais ça, c'est un élément important pour l'avenir. Le troisième aspect sur le multilatéralisme, et on le voit sur les organisations internationales, c'est toute la difficulté. Les Nations Unies, on en attend beaucoup. Les Nations Unies ne peuvent pas faire autre chose que du maintien de la paix lorsqu'il y a une paix établie. On ne peut pas attendre des Nations Unies qu'ils aillent faire la guerre à quelqu'un. Je veux dire, dans ces cas-là, c'est des forces multinationales qui le font, mais il faut qu'il y ait la volonté de le faire. Or, ça a été le cas sur la première guerre d'Irak au Koweït. Il y a eu une force multinationale mandatée par les Nations Unies. Moi, j'ai monté l'opération au Timor oriental pendant les 6 premiers mois parce qu'on ne savait pas s'il y avait des problèmes avec les Indonésiens. Ça a été une force multinationale dirigée par les Australiens qu'on a mis en place avant de mettre en place des casques bleus. Donc ça, c'est le premier point dans une situation de ce type. Et pour l'Arménie, ce pays qui a été, après le génocide, les nettoyages ethniques de l'Arménie, c'était la Russie qui était le protecteur naturel, avec une base russe dans le pays. Mais au bout du compte, le parrain, dans ce cas-là, a été déficient. Ce n'est pas le multilatéralisme qui est en cause, parce que le parrain aurait bloqué au Conseil de sécurité, naturellement, et n'a pas rempli son rôle, hélas, sur l'Arménie. Je le regrette. C'est d'autant plus regrettable que le ministre des Affaires étrangères, que je connais bien, est lui-même d'origine arménienne, russe. Alors, pour conclure, parce qu'on est en train d'exploser. Dépassé, là. C'est fait. Vous permettez la dernière question. Voilà, on va prendre deux dernières questions groupées. Il n'y a qu'à l'UCHF qu'on peut avoir à la fois le consul d'Arménie et les dialogues d'Azerbaïdjan. Et donc, je laisse la parole à M. Gunel Saforavo. Et ensuite, dans la foulée, à Guy Pouget, consul de Moldavie, à Bordeaux, pour la Transnistrie. D'accord. Ah bah oui. Et puis après, on fera un petit mot de conclusion et d'information générale. Donc, on va essayer si je peux vous demander, messieurs, d'être concis à la fois dans les questions et dans les réponses, mais on ne peut pas se priver d'avoir votre avis sur les questions qui vont être posées. Monsieur Safarova. C'est madame. Madame, pardon. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde et je remercie Monsieur Millet en fait pour sa présentation. Je veux pas cacher que je suis assez étonnée en fait de votre comparaison des cas et j'ai pas trouvé en fait le cas d'Azerbaïdjan quand vous avez cité en fait les pays agressés. Si on parlait en fait par rapport à la résolution pacifique du conflit, vous savez très bien que l'Azerbaïdjan a cherché pendant des années et attendu pendant des années cette résolution pacifique. Après presque 30 ans d'occupation, et malgré les 4 résolutions, je ne veux pas le citer, 822, 853, etc., qui étaient votées à l'unanimité par Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'étaient jamais respectées par l'Arménie, qui exigeaient le retour à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, et malgré d'incessantes tentatives de trouver cette solution de conflit pacifiquement, et qui était systématiquement écartée par le gouvernement arménien, l'Azerbaïdjan a été contrainte de rétablir sa souveraineté en 2020.
Et ceci, c'était en appliquant son droit légitime sur ces territoires et dans le strict respect du droit international, quand bien même que les séparatistes, ils avaient usé en fait de procédés illégaux tels qui étaient posés le mine antipersonnel. Deuxième point, vous avez parlé d'expulsion de population. J'entends bien en fait votre point de vue, mais si on parle d'expulsion de population dans le Haut-Karabakh, c'était fait effectivement et c'était toute récente aussi, précisément au Haut-Karabakh, c'est-à-dire quand il y avait les ultranationalistes arméniens dans les débuts des années 90. Vous savez, la première guerre de Karabakh en 1992, 13, 14, qu'ils ont envahi 20% du territoire de l'Azerbaïdjan. Ils ont chassé toute la population azerbaïdjanaise, à l'exception des minorités arméniennes du Haut-Karabakh. Ils ont ajouté à ceux-ci de colons venus d'Arménie ou même de la diaspora arménienne venue de lointains pays d'accueil. Et ce n'était pas seulement à Haut-Karabakh, c'était cette région avoisinante. On y va à Comme votre ils ont question, s'il vous utilisé. plaît. Votre question, s'il vous plaît. Ok, très bien. Et en fait, tout ça, on a parlé de résolution de conflits. À négociation de conflits au Karabakh, surtout en fait par groupe de Minsk qui était co-présidé par la France, la Russie et les États-Unis, ont toujours appelé l'attention de la partie arménienne sur le sort de ces civils réfugiés, dû mentionner dans le cadre de résolution de Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, j'entends bien votre sympathie vers l'Arménie et j'entends bien en fait de relations historiques franco-arméniennes, mais fermer les yeux sur les faits historiques récents et de ne pas mentionner ces faits qui sont en fait qui étaient votés dans le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est triste si vous présentez avec toute la vision, je veux dire, en fait, du conflit. C'était donc pas une question, Je peux c'était une répondre parce que déclaration. c'est important. Oui, Hein. je vous en prie, monsieur Guillet, monsieur Comme, Billet. comme, comme toujours, quand on Merci, évoque monsieur Millet. quand on évoque ces questions, c'est tellement sensible des deux parties qu'on revient. Je rappelle ce que j'ai dit dans les cas, c'est que l'absence de solution politique ne peut se traduire que par un conflit qui revient. Et c'est le cas de la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'absence de solution politique a fait en sorte qu'il y a eu récurrence des attaques, etc. Deuxième chose que je rappelle, c'est que cette absence de solution des conflits fait en sorte que les rapports de force peuvent changer et se rétablir, ce qui s'est passé dans ce cas-là. Le troisième aspect de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la tentation du nettoyage ethnique, elle existe des deux côtés. Et je n'oublie pas que des centaines de milliers d'Azéris ont été expulsés lors de la première intervention arménienne et que l'ensemble de ces réfugiés dans la région de Bakou a créé des problèmes énormes et compréhensibles et un désir de retour. Donc, dans ce cas-là, l'absence de solution politique, la volonté d'avoir des rapports de force, la tentation dans chacun des cas de nettoyage ethnique, elle est partagée, elle n'est pas en sens unique. Sur la manière dont les choses passaient, c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir besoin de justice à un moment donné, mais les populations civiles ont souffert et il conviendra d'un côté comme de l'autre, s'il y a eu des crimes de guerre ou pas, qu'on puisse établir les éléments qui soient tout à fait importants. Hein. Donc, c'est jamais à sens unique, quelle que soit la sympathie que je peux avoir pour des raisons personnelles, des amitiés personnelles. Je sais que cette situation est regrettable et qui aujourd'hui est dramatique et difficile pour l'Arménie, elle a été liée à une succession de faits et à une absence de volonté politique qui était aussi liée aux montées de sentiments nationalistes propres à chacun des deux pays, des deux populations. Voilà. Transnistrie, Allez, Moldavie. En deux mots, Guy. Eh ben, la question était posée. Et puis, donc, si on n'arrive pas à trouver une solution Très avec Guy, comment Donc, je Guy vais règle son micro. Micro, Guy.
Appuie sur le petit bouton. Appuie sur le petit. Voilà. Ça y est, c'est vert. C'est vert. Bonsoir, Monsieur Millet, bonsoir à tous. La Moldavie avance à grands pas vers l'Europe. Je doute que l'URSS donne sa bénédiction sur ce rattachement. Passons. Quelles sont L'URSS. les données que vous pensez pour cette situation avec la Transnistrie au milieu de tout ça? C'est une situation très délicate, hein. Je vous dis, j'ai été ambassadeur à l'OSCE, donc la Transnistrie, j'en ai entendu parler depuis le milieu des années 90. C'est une zone qui est complètement à part, qui ne, est totalement indépendante, enfin autonome du reste de la Moldavie, où les troupes russes et des équipements militaires importants sont toujours stationnés sur place et qui donnent l'impression d'une situation qui arrange Moscou, qui ne fera rien pour en changer, comme elle l'a fait en Abkhazie et en Transnistrie. Et quelque part, la présence de troupes russes dans chacun de ces pays, sous prétexte de préserver les intérêts des populations russes ou russophones de la zone, sont un moyen de continuer à exercer des pressions et à interdire à ces pays de pouvoir conquérir enfin leur indépendance. Donc ça, c'est l'un des problèmes qui est un problème très, très important. Comment ça se terminera par la Transnistrie? Là encore, les troupes russes sont là, ils ne vont pas accepter d'autres présences que sous prétexte de préserver la population russe, pour maintenir un abcès de fixation par rapport à l'Ukraine voisine. Ça aussi, c'est un autre élément, hein. Au début de la guerre d'Ukraine, on pensait que les Russes voulaient pas s'arrêter à la Crimée, mais prendre Odessa et remonter jusqu'à la Transnistrie et la Moldavie. Donc ça, c'était quelque part le calcul de Poutine. Donc c'est une situation qui est très difficile et ça participe de la stratégie et de la volonté russe d'interdire, de maintenir la déstabilisation et le déséquilibre dans chacun des pays voisins pour que ces pays le restent d'une manière ou d'une autre inféodés. Et l'Arménie n'est pas à l'abri. Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour cette intervention absolument enrichissante, brillante, où je crois qu'on repose la question fondamentale du droit et de la force qui imprègne tous nos débats, mais qui imprègne aujourd'hui toute la situation internationale. Donc, encore merci pour cette participation. En plus, vous étiez loin de nous, donc on vous a enlevé d'une soirée à l'étranger pour cette intervention que tout le monde pourra retrouver donc sur la chaîne YouTube de l'UCHF. Deux petites informations. D'abord, je voudrais qu'on rende hommage à François Turcat, qui était le consul de Russie à Lyon et qui a eu le courage et la hauteur de vue de démissionner de son mandat. Il est décédé il y a quelques jours et je pense que c'est un de nos membres, mais il a fait preuve d'un courage et qu'on peut souligner. Deuxième point, c'est vous dire que donc vous allez recevoir l'invitation pour les prochains mercredis de l'UCHF en tout début d'année prochaine. On vous souhaite ici là de très bonnes années. Il est encore temps, en revanche, de vous inscrire pour le voyage d'études en Lituanie qui aura lieu du 26 avril au 1er mai. Il y a à la fois une partie touristique, mais il y a une partie politique qui sera importante. On sera reçu à la présidence de la République, à l'ambassade de France, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense et au ministère de l'Énergie. Donc, on va pouvoir avoir une vision géopolitique de cette région du monde de première main. Et je pense que c'est toujours intéressant d'être place pour mieux comprendre et mieux voir. Encore merci, Monsieur Millet. Merci à tous. Et puis à très bientôt et bonne fin d'année puisque nous ne nous entendrons pas a priori d'ici là. Bonne soirée. Au revoir et bonne fête à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.